puisque vous allez voir que le template de slide vient de Devoxx, le titre de la présentation vient du Basecamp, et on a rajouté un petit volcan qui fait brûler le Kubernetes. Donc, voilà. Je pense que ça sera la 17e fois qu'on fait cette présentation, ça sera un patchwork assez intéressant. Donc, je m'appelle Nicolas, bonjour. Moi c'est Guillaume, on travaille tous les deux chez Docker, dans l'équipe qui s'occupe de Compose principalement, et aussi de l'intégration Kubernetes dans Docker Desktop. Alors, qui est-ce qui utilise Compose? Alors, petite question, est-ce qu'il y a des gens qui font du développement mobile? Non, parce que c'est pas le Compose du développement mobile. Alors c'était juste pour mettre les choses au clair. Oui. Qui est-ce qui utilise Docker Compose? Ah ouais, pas mal. On verra après pour l'autre question. Donc, pour faire rapidement, Compose, c'est à la fois un logiciel et une spécification format de fichier qui permet de définir simplement des ressources de manière plutôt concise, c'est-à-dire la plupart du temps dans un seul fichier qui fonctionne en local, Docker Compose Up et hop, ma stack qui est démarrée et c'est plutôt populaire au moins chez les développeurs, peut-être un peu moins chez les ops, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc, comme je viens de le dire, chez les ops c'est une autre histoire parce que eux, ce qu'ils déploient, c'est pas du Compose, mais du Kubernetes. Qu'est-ce qu'il en fait? Ah, c'est bien, vous êtes dans la bonne salle. Ouais, j'ai l'habitude de dire en fait que Compose, c'est le niveau d'abstraction qui correspond au mindset d'un développeur. C'est-à-dire que on a deux conteneurs qui causent ensemble à travers un network. On s'arrête là, quoi, dans la description du truc. Ils peuvent s'échanger des données, voilà, c'est tout. Vous demandez ça à un ops. Lui, il va vous parler de MTU, de routing, de machin, de QoS du réseau, de quel switch tu utilises, de ça passe par combien de dizaines de proxys. Enfin bon, des questions qu'on se pose jamais en tant que développeur. Par contre, eux, c'est leur quotidien parce que, évidemment, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, eux, ce qu'ils vont apprécier dans Kubernetes, c'est le fait que ça soit très extensible. C'est-à-dire qu'en fait, le Kubernetes de base vient avec finalement pas grand-chose. On va aller choisir les différentes briques qui vont permettre de s'adapter aux contraintes d'infrastructure qu'on a ou bien aux ambitions qu'on veut réaliser sur de la qualité de service ou de la sécurisation. Donc on a des mécanismes d'opérateurs, de custom resource definition et tout un tas de pataquès. C'est devenu excessivement populaire. Alors on dit souvent, tiens, on n'a pas changé Basecamp bien dans le... Ouais, vous remplacez Basecamp par Basecamp, ça marche pareil. Ou par la prochaine conférence à laquelle vous irez, parce que ça marche partout. Combien y a-t-il de conférences où vous avez entendu le mot Kubernetes? Et en général, le score est assez élevé et vous ne gagnez pas de peluche, désolé. Ça peut tourner en local, Kine, K3S, le Kubernetes qu'on gère dans Docker Desktop, aussi bien que déployer sur des cloud providers jusqu'à des échelles assez époustouflantes. Et du coup, c'est devenu un standard de facto, à tel point qu'il y a quand même sans doute beaucoup de gens qui déploient sur Kubernetes sans forcément avoir étudié de la bonne adéquation de Kubernetes à leurs besoins réels, parce que des fois, c'est vraiment l'arme lourde pour faire tourner le bloc de la boîte, quoi. Alors, on a sauté un slide, non? Ah ouais, hop. Alors évidemment, quand on vous dit les devs veulent faire du Compose et les ops veulent faire du Kubernetes, vous avez peut-être entendu parler d'un mouvement qu'on appelle DevOps, qui consiste à dire que ces gens-là devraient peut-être parler ensemble plutôt que de se taper dessus, pour résumer. Et puis typiquement, quand on regarde ce que font les devs et ce que font les ops, on se dit bon, déjà ils font tous les deux du YAML, donc ils partagent déjà cette peine, donc au moins ça leur fait un terrain d'entente. Et puis ensuite, finalement, ils définissent relativement la même chose. Bon, si on ne rentre pas trop dans les détails. Et donc, évidemment, il y a plein de gens qui proposent des outils de migration, dont en particulier le projet Compose avec un K, qui gère cette translation. Et qui a un certain succès. Il faut reconnaître qu'effectivement, le projet, en tout cas, est généralement bien connu, aussi bien dans le monde Compose que Kubernetes. De là à dire qu'il est utilisé partout. Souvent, on voit des gens qui l'utilisent pour faire une migration one-shot de Compose vers Kube, et puis après, ils prennent les cubes YAML et puis ils les modifient. Ce qui est du coup un peu dommage, c'est-à-dire on abandonne la partie dev pour lui faire découvrir la souffrance. Bon.
Pourquoi ça marche qu'à moitié? Déjà parce que la simplicité volontaire du format Compose ne permet pas de transcrire toute la richesse, j'ai bien barré le mot complexité pour ne pas me faire d'ennemis, de l'environnement Kubernetes, enfin de la cible Kubernetes. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais donner un exemple, mais quand dans un fichier Compose on dit j'expose un port pour que mon API soit accessible en HTTP, dans un environnement Kubernetes, ça s'arrête pas là, quoi. Il y a des ingress, à moins qu'on utilise l'API Gateway, il y a potentiellement du service mesh, et puis tout un tas de trucs qui viennent se greffer là-dessus, qui fait que non, ça va pas juste être un integer quelque part dans le YAML, ça va être probablement une bonne douzaine de fichiers YAML. Et ça, c'est un peu chaud. Et donc du coup, on a cette notion de l'abstraction qu'on a créée dans Compose, versus l'explosivité de l'implémentation qu'on va trouver dans Kubernetes, parce que chacun a son Kubernetes. Donc du coup, on se retrouve évidemment à devoir gérer en plus les petites divergences qu'on a, parce qu'en environnement local, forcément c'est un peu plus simple, c'est mononeux. Quand on est en développement, on se libère de plein de contraintes, parce que on aimerait bien pouvoir débugger. Quand on est en CI ou en prod, c'est verrouillé de beaucoup plus, donc du coup on n'utilise pas le même déploiement. Et donc réussir à marier ces contraintes qu'on a entre le développeur qui veut un truc simple, flexible, qui lui permet de lancer un debug sans difficulté, et l'Ops qui lui veut au contraire quelque chose qui soit bien verrouillé et sur lequel il a pu mettre son monitoring et sa sécurité, c'est difficilement conciliable. Et c'est relatif aussi parce que l'implémentation choisie dans Compose est opinionated et vous prenez ce qui vous a généré. Vous l'adaptez après, mais vous n'avez pas le choix de vraiment influencer l'output que vous allez avoir. Alors il y a une autre boîte. C'est moi. C'est toi. Il y a une autre boîte qui a essayé en fait. Ouais, c'est nous. D'ailleurs, non, t'as pas bossé sur celui-ci. Non. Donc nous, on a déjà essayé. Je n'ai pas bossé que sur des projets qui foirent. On a déjà essayé. On a eu un Custom Resource Definition qui s'appelait Composant Kubernetes, à qui on passait le fichier, le compose file, et qui déployait magiquement dans votre cluster l'application. Ouais. Sauf que ça le déployait de la manière dont nous, on avait décidé que ça allait le déployer. Donc vous imaginez bien qu'il y avait plein de gens qui disaient « Ah, pas comme ça qu'on fait chez nous, là. Non. Pas moyen. » Et puis on a déjà des ressources qui existent pour gérer le trafic. Vous ne réutilisez pas ce qu'on a. Et puis on utilise ça comme secret manager. Et pas votre machin à base de clés en clair dans le code. Bon. Fail. Bon, alors par contre, on a essayé d'autres trucs. Ouais, par contre, celui-là, j'ai bossé dessus. Ouais. Alors j'ai eu le plaisir de créer un projet, de supporter le projet, puis de l'abandonner. Et de le tuer, ouais. C'est pas mal. C'est assez bien. Et c'est pareil, là, l'idée c'était de prendre un format Compose et de le déployer sur Amazon ECS avec toute la richesse que ça implique, parce que Amazon c'est une belle boîte de Lego. Et même problématique en fait. C'est-à-dire que si je vous dis qu'est-ce que c'est exposer une API HTTP sur Amazon, load balancer, encryption SSL, tout ce qui est security group, est-ce que vous êtes sur un VPC, oui, mais ne manquerait pas un nouveau, j'en ai déjà un, il oui, coûte assez cher. Ouais, parce que le load balancer ça coûte un bras, donc j'aimerais bien réutiliser mon load balancer que j'ai déjà. Alors par contre, nous on utilise Let's Encrypt et du coup on n'a pas besoin de passer les machins, il faut qu'ils soient générés à chaud. Ah oui, mais nous par contre, voilà, donc en gros, on en sort jamais. On a fait la même chez Azure, sur SCI en même temps. Mais elle a failli beaucoup plus vite. Oui, ça a failli plus vite, c'est vrai. Alors généralement, pourquoi ça fail ? Parce que comme dit le professeur Raoul, il y a autant de variantes Kubernetes qu'il y a d'utilisateurs de Kubernetes. C'est-à-dire que oui, vu la flexibilité qu'offre Kubernetes, ça veut dire que déployer Kubernetes, ça suppose de faire énormément de choix sur certains aspects techniques, et du coup qui en implique d'autres nouveaux choix, sur la façon dont on l'opère, sur la façon dont on veut pouvoir déployer dessus, sur la façon dont on va tester en amont. Et cet ensemble de choix fait que quel que soit les descripteurs Kubernetes qu'on va vouloir vous générer à partir d'un compose file, ça sera jamais exactement ce que vous voulez. Il manquera forcément quelque chose, ou bien on aura fait des choix qui vont pas pile poil matcher ce que vous vouliez. Un exemple type, ça va être pour ceux qui utilisent Traefik, ça suppose d'avoir des annotations par-ci par-là pour décrire justement le routage.
plutôt que de l'avoir de manière explicite, ces annotations, il va bien falloir les mettre à un moment ou à un autre. Et nous, a priori, on ne l'aura pas fait pour vous, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on le fasse. Puis on ne reconnaît pas vos habitudes, quoi. Et puis évidemment, il y en a qui utilisent Portrait-Fig, donc eux, ils ne veulent pas ces annotations. Voilà. Mais comme on est très joueurs, on a décidé qu'on allait recommencer. Et on n'a même pas peur, hein. On a fait un truc qui s'appelle Compose Bridge. Alors ça, c'est le nom officiel, parce que le nom du projet, quand on l'a démarré, c'était Queen Yaman. Et en fait, pour nos collègues américains, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Voilà. Bah oui, c'est vrai, un peu. C'était drôle. Ouais. C'était marrant de les voir essayer en tout cas. Donc ils nous ont demandé vite de changer le nom. Bon, voilà, on l'a fait. Et donc ça, c'est toi qui t'es amusé avec l'intelligence artificielle à générer. Bah oui, parce que c'était le thème. On n'avait pas de logo à part mon Queen Yaman, donc du coup j'ai demandé qu'il me génère une image d'un pont. Et ouais, bon, bref. J'aime pas les images générées, alors j'ai voulu voir à quel point ça pouvait être moche. Donc, par contre, on s'est dit on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles qui ont été faites avant. On n'est pas obligé d'être idiot non plus. Hein. Ouais. Donc on s'est dit ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui soit flexible. C'est-à-dire que la transcription l'output que vous allez avoir en utilisant cet outil doit pouvoir être personnalisable, extensible et voire complètement remplaçable. Ça, c'est vraiment non négociable puisqu'on s'est aperçu que de toute façon, on n'allait jamais générer ce que vous attendez. Il faut vous permettre de le changer pour que ça corresponde à vos besoins. Faut que ce soit concis, c'est-à-dire qu'on part d'un compose file, généralement il n'y en a qu'un, faut pas qu'on s'amuse à générer 300 000 manifestes, mais si en fait, parce que si vous avez envie, il faut quand même pouvoir répondre à vraiment la manière dont vous allez vouloir définir ça au mieux. Faut que ça marche localement. Nous, on a pour but d'avoir la meilleure intégration possible entre nos différents outils. Donc, c'est-à-dire que quand on va utiliser Compose Bridge depuis Docker Desktop avec un compose file, il faut qu'on puisse le déployer dans le Kubernetes de Docker Desktop facilement. Mais bon, c'est pas un cas de prod, donc il faut qu'on puisse aller bien plus loin et que ça puisse vous permettre de générer une dev remote, voire même que vous puissiez vous en servir comme asset pour votre production. J'ai bien dit que vous en servir. Hein. C'est pas lui que vous allez faire tourner en prod. Ça va être un input pour votre pipeline DevOps, ok ? Pour ça, si vous êtes très joueur. Cela ne nous regarde pas. Et populaire. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit super simple. En gros, c'est que en entrée, ça prend un compose file, et en sortie, ça vous ressort du cube by the book avec ce que nous on va vous produire. Et après, surtout que l'output, ça soit celui que vous attendez par rapport à vos environnements, à vos différents environnements. Ce qu'on voulait éviter à tout prix, c'était définir un énième format de déclaration d'application qui serait un espèce de superset à compose, ou bien générer du cube-YAML qui flaire bon le compose derrière. Voilà. Alors on veut que quelqu'un qui fait du Kubernetes, quand il voit les cubes YAML générés, n'ait pas de surprise en fait, ça corresponde à son état de l'art. Donc, comment ça marche ? On va utiliser ce qu'on appelle des transformers. Et donc l'idée, c'est qu'à partir de ce compose file qui arrive en entrée, on va être capable de générer différents types de manifestes pour déclarer les services, les déploiements, les secrets, config map. Et on pourrait avoir éventuellement un deuxième transformer qu'on va appeler dans la foulée, qui va s'occuper de toute la partie ingress, et puis on pourrait avoir des patchs ou utiliser des overlays customized, générer des overlays customized, générer des Helm charts, ce dont vous avez besoin en fait pour déployer derrière dans Cube. Donc, on est parti, on va vous montrer comment ça marche. Ici, j'ai une application Compose assez simple, il n'y a rien de très compliqué. Rien de très très compliqué, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Donc j'ai une base de données, une API et un service web.
Et donc cette base de données, elle va utiliser un volume, elle va être dans un network qui est privé, elle va utiliser un secret, elle va avoir un health check. L'API de son côté, elle va dépendre du fait que la base de données elle soit healthy pour démarrer, elle va être dans le même network, elle va utiliser le même secret. Et la partie web, elle va être dans deux networks, un network privé pour pouvoir communiquer avec la partie API, mais elle va être aussi publique pour qu'on puisse voir le port qui est exposé. Et donc tout ça, on a un volume, on a des données, on a le fichier de secret et puis les définitions de network. Donc si je vais ici, que je fais un Docker Compose Up, j'ai le droit d'en sortir, ouais. Tu le fais tourner sur quel port? 5735, il me semble. Il n'y a pas d'historique dans ton machin. Parce que je ne l'ai pas essayé avant. Et en plus, il a un clavier AZERTY, j'y arrive pas. Je suis en QWERTY tout le temps. 57, tu m'as dit 35. Il me semble, ouais. De mémoire, peut-être. Oui, c'est voilà. Ça. Et donc, il nous fait des têtes différentes à chaque fois. Donc, on a une. Ça, c'est la conf d'après, ça. Pour ceux qui restent. Et donc, voilà. Donc, j'ai une appli Compose, elle tourne là, vous la voyez dans Docker Desktop. Et comme je suis un développeur feignant, je vais cliquer sur l'application. Donc, vous voyez, quand vous avez une appli Compose dans Docker Desktop, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous montrer un peu les services qui tournent. Puis, on peut aller voir la configuration. Donc, j'envoie mon Compose file là. Ce qui est pas mal. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai un petit bouton converti et déploie dans Cube. Donc, je clique et il dit, t'es pas activé Kubernetes. C'est ballot. J'active Kubernetes. Et là, il y a des petites icônes. C'est tout mignon. Il y a Kind qui démarre. Ouais, parce que maintenant, on a un cluster multi-nœud à l'intérieur de Docker Desktop. Pour ceux qui auraient besoin de tester localement du multi. Ouais, genre tester ce qui se passe quand il y a un nœud qui tombe. C'est un truc qui peut être marrant à tester avant que ça parte en prod. Donc là, un exemple au hasard, quoi. Donc là, ça me démarre mon cluster. Peut-être. Si, regarde, il y a un tracteur. On est arrivé à la fin, là. Voilà, c'est prêt, machin, on installe le cloud provider, et il dit, avant que je convertisse ton application, il y a l'air d'avoir des ports de partager, ça serait bien que tu arrêtes ton application Compose pour qu'on évite les petits conflits. Ok. Donc là, normalement, ça tourne plus. Ça a déjà redémarré, ça va trop vite. Si tu vois, il y a un petit temps, il faut que la base démarre et tout, quand même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas si vous voyez, il y a un répertoire qui est arrivé, qui s'appelle Bridge, et dans laquelle j'ai un namespace qui a été généré, des déploiements pour mon service API, des ports, d'exposition de ports, persistant de volume claim, des choses, des overlays, parce que dans Docker Desktop, on a des choses particulières pour le storage et tout ça. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que Nicolas va aller un peu plus loin. Mais normalement, si je vais là, ça tourne. Et donc lui, il a été arrêté entre-temps, ouais. J'ai même pas ouvert à partir de lui, j'ai oublié. Oui, tu aurais pu faire. En plus, on peut ouvrir Docker Desktop depuis le terminal Compose maintenant. Là, j'ai loupé ça. L'intégration comme ça, là, c'est trop beau. Tu l'as toujours, non? Oui. Oui, je pense, j'espère. Voilà. Moi, c'est juste pour vous montrer qu'ils sont bien en train de tourner dans le cluster Cube, ok? Ouais, on n'a pas triché. Bon, tu nous montres vraiment comment ça marche en fait derrière. Ouais, parce que bon, le clic-clic c'est bien mignon, mais on laisse ça au DevRel. Ça c'était pour toi. Ça c'est spécial dédicace. Les gentils. Donc là j'ai un Compose YAML. Alors bon, je suis content, donc il m'a créé un bridge. Ouais, s'il veut, ça se dégage. Moi j'en veux pas de ton truc que tu as généré au Clicodrome là. Hop. Ça a déployé dans mon cluster Docker Desktop. J'ai pu tester mon appli Compose dans Cube. C'est ChatGPT qui te l'a généré aussi? Non, moi je vais faire ça, tu vois. Je vais le faire à la main, avec mes petits doigts. Et je vais lui dire, tiens, convertis-moi mon Compose file. Et là, tacata. Pourquoi? Invalid value, expected string. Non. Voilà, tu vois, moi ça marche mieux. Ça, alors, en vrai, je sais pourquoi. Il a récupéré la dernière version des sources, il a buildé, il m'a dit ça marche. Tu l'as testé depuis l'IHM? Ouais.
C'est pas la même version de Bridge dedans. Oui, on a vu qu'il tournait, c'est pas grave. Bon, non, mais c'est pas ça qui est intéressant de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il nous a généré là. Il va falloir que tu rebuildes quand même l'autre pour les tests d'après. Ouais. Non, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que le namespace en lui-même, c'est pas une grosse surprise. On génère un ensemble de ressources, on les met dans un namespace. Et vous voyez qu'effectivement, là, on a un petit peu de machin qui nous dit attention, c'est du code généré, ça serait con de l'éditer parce que ça va dégager la prochaine fois. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois sur des. J'ai fait beaucoup de générateurs de code quand je faisais du Java. Et ouais, on se marche vite sur ses propres pieds. Et puis des trucs assez fous, de se dire que le port 80, on a créé un service qui expose ce fameux port 80, qu'on a appelé du nom du service -80, faute d'un meilleur nom. On a une base de données qui a besoin d'un volume, donc on fait un persistent volume claim pour lui dire vas-y, trouve-moi un volume qui va correspondre à ça avec ce storage et de type read-write to once. Et puis on a les notions de network dans Compose, qui sont d'avoir un network privé et un network public, qui n'ont pas d'équivalent dans le monde Cube. Parce que Cube utilise des network policy en fait. Donc on génère une network policy qui reproduit ce mécanisme-là. Et puis on a un ensemble de choses, évidemment des déploiements, parce que à un moment il va bien falloir que. Alors là il n'y a rien de très exceptionnel parce qu'on a une image qui est assez basique, mais évidemment toutes les contraintes qu'on va avoir dans un compose file sur le déploiement du conteneur en termes de limitation de ressources et tout ce genre de choses en termes de CPU, memory, I/O et je ne sais quoi, vont pouvoir se retrouver transcrits dans le CubeYAML. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on appelle la partie basique. C'est du mapping 1 pour 1 des concepts compose en concept cube. Et puis on a intégré, il est où le... Ah non, mais du coup il m'a pas généré l'overlay. Il est malheureux. Bon. Oui, tu m'as dit. Ah oui, hein. Ouais, mais on a un peu de temps là, tu vois. Tub, Docker, Compose, Bridge. Le tag c'est quoi? Je sais plus. 008, 9. Ouais, 8, mais là 8. Hop. Make, install, voilà. Ouais. Et vous voyez, on utilise Docker pour builder nos binaires. C'est fou, hein. C'est bec et tout derrière. Je peux passer des heures à vous expliquer derrière comment est-ce qu'on build tout ça et tout. On pourra discuter après. Si ouais. En fait, ça fait un go build à un moment et. Bon, hop. Donc je disais, je fais un compose bridge convert qui marche mieux. Ah oui. Et donc effectivement, il m'a donc créé ma fameuse base dans laquelle, du coup, j'ai aussi un secret maintenant, puisqu'il s'était planté sur le secret. On va fermer ça, hop. Dans lequel on voit que j'ai créé un secret Kubernetes qui du coup est du type data brute, puisque dans mon compose file je prenais juste un fichier local, boum, et j'en vois qu'il y a aussi la tête en disant c'est un peu dégueulasse quand même de mettre le truc vaguement encodé en base 64 dans un fichier de déploiement. Et évidemment que c'est dégueulasse. On est bien d'accord. Sauf que moi du coup j'ai pu déployer mon application. Et on vous a promis que ça serait personnalisable, extensible, customisable et tout ce que vous voulez. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête pour plus tard. Et puis, tu as rapidement parlé des overlays. Est-ce que vous connaissez tous Kustomize dans le monde Cube? Ouais. Quelques-uns, ouais, au moins. L'idée, en gros, c'est de pouvoir patcher un ensemble ou compléter un ensemble de CubeYAML. Donc vous avez l'habitude de ce format-là, tout l'ensemble des CubeYAML, et on fait un apply du répertoire. Et en fait, l'idée de Kustomize, c'est de dire, tu prends tout ce qu'il y avait dans l'autre répertoire et tu viens me rajouter ces patchs-là, qui sont typiquement de dire que mon service que j'avais appelé web, la partie qui est publique, donc published, elle doit avoir un type particulier, c'est le type load balancer. Parce que c'est ça qui fait que dans Docker Desktop, on va créer le routage qui fait que c'est accessible sur HTTP localhost, de la même manière que on a fait un persistent volume claim, du coup, c'est-à-dire qu'en face, il faut qu'il y ait un persistent volume qui soit créé. Et pour que ça marche dans Docker Desktop, il faut juste lui créer une classe, lui associer une classe name dédiée. L'intérêt de passer par ce genre de mécanisme-là, c'est qu'il est très probable que dans vos autres environnements de type test CI et autres, vous n'ayez pas du tout ces conventions-là. Et que ça soit pas les mêmes entre elles non plus, entre chaque autre environnement. Peut-être que chez vous, c'est pas un load balancer, vous allez vous baser sur des node ports et puis ça se débrouille d'une autre manière pour l'exposition. Et donc du coup, avec Kustomize, vous allez pouvoir créer un overlay de type
testing, staging, production, dans lequel vous avez des règles un petit peu différentes, voire des fichiers supplémentaires. Alors du coup... C'est cool. Mais moi, je fais du Helm. Oh, l'autre, il va nous casser les pieds. Qui c'est qui fait du Helm et qui, moi, et qui aime ça? Ah, quand même. Parce que là, bon, on vous a pris la transformation, si j'arrive plus à l'écrire maintenant, la transformation par défaut, sauf que je peux lui dire d'utiliser une transformation alternative, qui est, alors ça s'appelle docker slash, c'est compose, bridge, elle s'appelle comment? Attends, je lui ai demandé de me lister celles que j'ai, c'est template ls, template avec un L, c'est template ou transformation? Non, c'est transformation. Oui. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas essayé. Voilà, hop. Donc là, en fait, on a détecté pourquoi j'ai pas la quels étaient tous les transformers, ce qu'on a identifié comme les transformers qui pouvaient être utilisés avec Compose Bridge. Et il est capable de vous dire, tu peux transformer en utilisant ce transformer-là, celui-là, et on peut les... Ouais, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait une version qui fait du Helm, moi. Ce serait surprenant quand même. Bah oui. Donc là, normalement, il dit non, je l'ai pas celle-là, hop, je la poule, hop, je transforme. Alors, vous voyez, bon, c'est pas des images très méchantes, hein, c'est vite téléchargé. Mais là, vous voyez déjà d'office que les transformations custom que vous allez vouloir créer, c'est des images. C'est des images Docker, hein, push-pull, il n'y a rien de bien méchant pour. Donc, si vous avez customisé, puisqu'on vous l'a promis, les transformations qu'on vous propose. Une fois qu'elles sont testées, validées, hop, je pousse un tag et toute ma boîte peut l'utiliser. Sur le hub Docker Hub. Ouais. Poussé sur Docker Hub. Ouais, vous avez 10% avec le code G l'ours. Et donc. Mais du coup, après, voilà, vous avez partagé au travers de votre entreprise les transformers custom que vous avez fait et tout le monde, c'est super facile à distribuer, quoi. Et là, on voit que mon répertoire a changé. Donc, j'ai des templates Helm qui ont été générés. Donc, on voit qu'on a des values, machin. Oui, t'as des values et tout. Des trucs à la Helm qui paraît que c'est cool. Du coup, ouais. Et puis dedans, on retrouve mes 3 services avec des values. Et peut-être que vous voudrez mettre d'autres values. Donc, vous allez regarder. Mais qui y a-t-il donc dans ce template Helm que je pourrais bricoler avec? C'est vrai, ça, qui a-t-il donc? Je sais pas. Tu nous montres? C'est vrai que ça serait bien de pouvoir créer ses propres templates. Parce que bon, là j'avais un transformation à l'aise, mais si je veux en créer un moi-même, et puis que je fais une grosse feignasse, je me dis je vais pas partir from scratch quand même. Ça serait compliqué. Alors oui, il faut lui donner un nom. Oui. On va l'appeler Volcamp. Hop, une nouvelle transformation a été créée dans Volcamp. Oh! Alors, grande surprise, je vais dire ça qu'on y voit un peu plus clair, on a un Dockerfile, puisqu'on vous a dit que c'était packagé sous forme d'image Docker, qui est excessivement compliqué, puisqu'il consiste à prendre vos templates et à les mettre dans un répertoire donné. C'est moi qui l'ai écrit, le Dockerfile. Et puis là, on retrouve les fameux templates qui vont générer un pour chaque type de ressource cube. Et puis on va prendre le secret, parce qu'il n'est pas trop compliqué celui-là. Donc, j'ai eu la coloration syntaxique pendant une demi-seconde. Le plugin VS Code, il m'aime pas. On voit que voilà, c'est du Go template, désolé. Mais on s'est dit, dans le monde Kubernetes, vous en avez tellement bouffé avec Helm que maintenant que vous êtes bien intoxiqué, c'est peut-être pas la peine de vous obliger à apprendre un nouveau format de templating. Moustache, moi j'adore Moustache. On en a essayé quelques-uns sans que ça soit super convaincant en fait. Du coup, on a essayé Moustache pour de vrai. Hein. Ouais, ça faisait des trucs sympas, mais bon, au final, on mettait des trucs partout comme ça. C'était pas très très différent. Enfin bref, l'idée c'est que la structure de données que vous avez en entrée, c'est le compose file, tout simplement. Donc vous avez l'ensemble des services avec tout l'arbre que vous pouvez parcourir. Montre peut-être un déploiement juste pour faire la boucle avec les services. C'est la plus parlante. Voilà. Ouais. En haut, la ligne 2. Ici, donc là, je récupère juste le nom de mon projet parce que je l'utilise pour plein de références. Et sinon, pour chaque service de mon compose file, il a un nom et la structure imbriquée. Et du coup, pour chacun, je vais exécuter ce bloc-là. Et ce bloc-là, il me met un commentaire un peu bizarre là, qui est une espèce de chamangue magique dans notre outil pour dire, du coup, ce morceau YAML-là qui va être généré, tu me le fous dans un fichier dédié. Et le nom du fichier, ça sera name, le project name-deployment. Voilà. Le name, c'est le nom du service. Avec le déploiement, voilà.
Alors ça, typiquement, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, dans ma pratique de cube, je fais plutôt du type de ressource name. Pas de problème. Pas de problème si ça te plaît pas. Tu fais ça. Voilà. Et puis c'est réglé. Et du coup, ça correspond à tes besoins. Ça correspond à tes besoins. Ouais, mais moi j'aime pas vos labels là, ça me fait chier. Bah, n'aimez pas les labels, c'est pas un problème. Et puis vous voyez, c'est du Go template, il y a pas des trucs de folie quoi. Réplica, si j'ai un scale qui est défini par compose, je lui mets sa valeur, et sinon par défaut c'est 1. Alors, ça fait un truc un peu verbeux, hein. On est d'accord. Des fois on aimerait bien avoir des choses un peu plus magiques, mais c'est pas quelque chose que vous êtes censé éditer tous les trois jours. Une fois que vous avez défini la façon de faire un déploiement, il y a des chances que ça bouge plus beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis bon, après voilà, il y a des ranges pour tous les networks auxquels je participe, je rajoute un label bidule. Si j'ai une policy de restart, je mets gna gna gna. Évidemment, on a des petites méthodes utilitaires pour vous aider dans ces conversions. Si j'ai des règles de sécurité de type je run sur un user défini. Voilà. Donc on a fait le boulot pour vous pour tous les attributs standards, mais vous pouvez entièrement changer ça selon vos goûts perso. Et donc typiquement le secret, peut-être que vous n'aimez pas que ça passe par un data, et donc là vous allez faire l'intégration avec votre Vault ou votre je ne sais quoi d'ailleurs que vous utilisez dans Cube, pour lequel ce truc-là, au lieu d'être directement un secret, ça va passer par un mécanisme quelconque, mais que de toute manière vous allez exprimer sous forme de YAML pour faire un déploiement Cube. Donc il y a juste à générer le template associé. Et là j'ai changé le nom et on va se baser là-dessus pour la démo. Donc il faut que je package. Donc ça s'appelle Volcamp. Hop. Donc là je vais faire un docker build Volcamp. Donc là il me fait une image. Boum. Voilà, ça a été super long. Donc là il a packagé sa nouvelle transformation, son nouveau transformer en fait. Et tu vas être capable de l'utiliser avec la commande convert en disant converter et en lui donnant le nom de l'image. Donc là, il me génère un truc. Donc on se retrouve dans mon répertoire out, et normalement au lieu d'avoir un machin déploiement, je dois avoir un déploiement machin. Et voilà. Donc bon là évidemment c'est sur une sorte de nom de fichier, mais vous imaginez bien que vous pouvez aller changer tout ce qui est produit, rajouter vos propres... rajouter ce qui manquerait et que nous on n'a pas. Et de la même manière ici, changer, c'est-à-dire que si vous voulez pas avoir autant de ressources par service et que vous avez l'habitude de mettre ça dans un seul fichier avec à la suite vos déclarations, le déploiement enfin et tout, vous mettez tout dans un seul et même fichier de templating et ça va vous générer un seul fichier. Libre à vous de vous amuser comme vous voulez, de réappliquer les bonnes pratiques que vous avez en interne pour que vos applications composent matchent le plus possible ce que vous allez déployer au final, quoi. Donc on est bien conscient que Compose n'a pas toute la finesse et toutes les subtilités, parce que c'est pas un orchestrateur qui peut y avoir dans Cube, mais au moins ça peut vous approcher d'un output final et vous pouvez vous en servir comme input ou appeler directement Compose Bridge à l'intérieur de votre pipeline de CI de DevOps là pour déployer et venir après réappliquer des patchs sur les fichiers qu'on aurait générés et tout ça, quoi. Et un exemple type, là je viens de générer juste un fichier supplémentaire pour faire mon propre template parce que j'ai envie de générer des volcamp.yaml. En fait à l'intérieur je vais pouvoir manipuler la structure compose et faire des tests. Et un exemple typique, alors comment on fait un if déjà, je sais jamais. Si mon secret en cours il a un attribut x-volcamp. Alors ça, les attributs, je sais plus comment on fait le if, je sais même plus. Je crois que c'est if. Regarde dans le déploiement. Non, c'est if machin, pouf, if. Voilà, si j'ai un secret de volcamp, et dans ce cas-là, je mets volcamp hello. Vous connaissez les x-quelque chose dans Compose? C'est ce qu'on appelle les extension attributes. C'est des attributs que vous pouvez définir, qui ne seront pas interprétés par Compose, mais que vous pouvez, vous, éventuellement, parser par d'autres moyens en amont et faire ce que vous en voulez. Et donc, dans le cas de transformation comme ça, vous pouvez imaginer venir, à l'intérieur de votre Compose file, venir rajouter
des éléments qui seront nécessaires pour bien définir votre templating et ce que vous allez une espèce de tag que vous allez pouvoir mettre dans votre compose YAML qui est relativement transparent pour le développeur. X-AWS zone. Par exemple. X Prometheus Monitored, et puis du coup ça va vous générer le template le déploiement qui va bien pour instrumenter ce service-là et pas forcément les autres. Donc voilà, c'est ouvert, c'est un moyen super simple en fait de mettre en place des pratiques qui sont pas coûteuses pour le développeur. Il va juste rajouter un X machin sur quelques services ciblés. Et du coup, le template sélectionne ça. Ils vont pas lui changer ses habitudes dans son process de développement en fait, puisque ça va pas venir du tout impacter le comportement de Compose en fait. Donc lui, ça va rien lui changer. Par contre, derrière, ça peut vous aider à vous approcher encore un peu plus d'un livrable plus ou moins final. Ça permet en fait surtout de venir combler les trous dans le modèle Compose pour lequel on n'a pas d'équivalent naturel. Alors après, nous, justement, au niveau de l'aspect Compose, il y a des choses qu'on vient rajouter progressivement parce qu'on se rend compte que c'est des concepts qui ne sont pas forcément très bien exploités dans Compose, mais qui ont quand même du sens dans la définition d'application. Donc typiquement, on a rajouté le fait qu'un port qui est exposé par Compose puisse avoir un nom. Parce que là, vous avez vu le truc qui s'appelle API 80, parce que c'est le service API qui les pose sur le port 80. Bon, c'est pas super parlant, quoi. Donc du coup, lui donner un nom, et puis peut-être qu'un jour, dans l'UI Docker Desktop qui permet d'inspecter un conteneur, on pourrait vous dire, ce truc-là, ce port-là, en fait, il a un nom, c'est celui par lequel vous devez rentrer, parce que c'est le point d'entrée public. Donc potentiellement, ça permet de faire évoluer les deux outils dans le bon sens. Et pour résumer, Compose Bridge qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la moulinette qui est au milieu, là. Les petits engrenages. On part d'un fichier Compose dans lequel, à la rigueur, on a été rajouté 2-3 bricoles pas trop gênantes. On a des transformers, donc nous, on vous en propose un de référence, entre guillemets, qui permet de déployer sur le desktop, Docker Desktop. Pour moi, ça permet déjà de voir si votre application tourne sur un Kubernetes sans cracher pour X raisons, ou s'il n'y a pas quelque chose qui soit... S'il n'y a pas un loup pour lequel il faille travailler déjà dès le début. Vous allez pouvoir avoir vos propres templates qui vont typiquement utiliser le mécanisme de customize pour venir adapter ça à d'autres environnements ou bien rajouter des choses. Vous pourriez générer des Helm charts, voire n'importe quoi d'autre. On vous a montré le mécanisme à base de template, mais potentiellement, le principe du transformer, c'est tu reçois en entrée le compose YAML et tu me sors un truc dans out. Et peut-être que c'est même pas du YAML d'ailleurs. Peut-être que tu as un machin qui utilise un truc que tu avais fait toi-même en interne en Ruby et qui génère du XML parce que ça a été fait dans les années 2000. Ou du Argo CD. Ou du je sais pas quoi, moi. Des trucs. Parce que les gens sont très créatifs. Et tout ça, de toute manière, packagé sous forme d'image Docker, publié sur une registry, utilisable dans toute la boîte, tagué, versionné, pouf, tranquille. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? On peut les applaudir déjà. Alors oui, et vous avez l'habitude maintenant pour les feedbacks et tout, n'hésitez pas à scanner. Voilà une autre question peut-être. Qu'est-ce que vous avez contre les DevRel? Alors... Déjà, merci pour la cartouche. Non, tu parlais là à l'instant des définitions proposées par standard, notamment celle qui permet d'aller sur Kine, parce que c'est ce qui est utilisé. Est-ce qu'il y a quand même des choses un peu plus proches d'un cube un peu plus classique dans ce que vous avez, ou c'est vraiment à écrire? Non, alors nous, ce qu'on génère là, c'est du cube by the book pour Docker Desktop, à part l'overlay, et c'est même pas lié à Kine spécifiquement. C'est vraiment lié à Docker Desktop, à des mécanismes internes de Docker Desktop pour réafficher. C'est pas d'obstacle majeur pour s'en servir de base de travail. Tu peux utiliser le kubeADM qui est la version classique mononœud de Kubernetes. L'intérêt de Kine qu'on a introduit, c'est ce côté mononœud
qui te permet de tester des scénarios beaucoup moins triviaux. Après, si tu veux être vraiment très proche d'un nœud cube, pour être un peu plus, j'allais dire bare metal, on en est très loin, puisqu'on est déjà dans une VM, mais c'est effectivement de passer en mode kubeadmin, où là, ton Docker Desktop devient un nœud Kubernetes, et donc là, tu vois tes conteneurs, tes fameux conteneurs pause, tu en as une quarantaine qui tournent, enfin, tu peux t'amuser comme un petit fou avec la conf Kubernetes, et tout casser. Merci. Alors que celui-là, tu supprimes les conteneurs, pof, Kube a disparu. Ouais. Il y en a qui avaient déjà vu là, les nouvelles fonctionnalités multi-nœuds dans Docker Desktop. Bah, c'est public que dans bientôt. Là, donc, c'est pas encore public, ouais. c'est pour ça. Ah, mince. Bon, bah, vous avez une avant-première. Bonjour, merci pour le talk. J'avais une question, c'est est-ce que Compose Bridge vient absolument avec Docker Desktop? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce soumis à licence? C'est à moi de répondre. C'est à toi. Ouais, c'est vrai, c'est à toi. Vas-y, colle-la toi. Alors, il vient intégrer dans Docker Desktop. Tu fais make install comme moi. On a les binaires sont accessibles dans un repo qui est public, mais uniquement les binaires, pas le source. D'accord. Mais comme on vous a montré, ils dépendent de la licence Docker Desktop, c'est-à-dire que si vous êtes une boîte de plus de 500 salariés qui fait plus de 15 millions de chiffre d'affaires, vous devez payer pour pouvoir l'utiliser. Sinon, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Et donc les modèles, la possibilité de dupliquer et de recommencer un transformer à partir d'un autre, et ça fait partie de la licence, donc vous avez tout à fait droit, et on vous encourage même à partir de ce que nous on a fait pour pas partir d'une page blanche et adapter et commencer à créer vos propres transformers sans. Donc voilà, mais soumis à la même licence que Docker Desktop, il y a un binaire qui existe. Donc si vous payez et que vous êtes déjà client payant, vous pouvez utiliser les binaires dans votre CI sans aucun souci aussi. Voilà. On a toujours le accept licence. Là, je me posais la question. Et je pense. Oui. Non, je sais plus. Je l'ai peut-être fait sauter. Non, le accept licence, on doit l'avoir toujours. Ça, c'est typiquement un truc en CI, effectivement, où tu vas utiliser le binaire qu'on t'a fourni. Mais tu vas pas lui demander à chaque fois d'aller valider que dans un environnement qui a souscrit la licence Docker Desktop gna. Oui, normalement, c'est ça. On a un flag qui dit voilà. OK. Je sais que c'est pas un truc open source gratuit UPA, et donc du coup, je fais pas n'importe quoi. Mais c'est la licence classique de Docker Desktop, enfin de Docker, puisque c'est une licence globale en fait. C'est une souscription globale pour l'ensemble des services, oui. Ouais. Une autre question? Encore merci pour le talk. Question purement technique, c'est pour le moteur de templating que vous utilisez. Pourquoi pas un autre, par exemple Jinja? Alors on a essayé. Alors on a utilisé des syntaxes de templates variées. On a une contrainte, c'est que le parsing du fichier compose est écrit en Go. Donc du coup, on s'intègre pas avec n'importe quel moteur de. Enfin, du coup, ça limite un petit peu les templates, ça oriente, on va dire, les mécanismes de templates utilisés. Dans un autre. Par contre, tu l'as vu, le transformer, ce que tu peux mettre ici, soit tu te bases sur notre image à nous avec nos mécanismes de template, soit tu fais le tien. Soit si tu as déjà un truc qui sait parser du compose file en PHP, et que tu veux générer un truc parce que tu le fais à ta sauce et que tu n'en as pas pour 250 millions de lignes à générer non plus, parce que sinon ça va vraiment beaucoup de boulot, libre à toi. Tu utilises juste le mécanisme pour que ça rentre, et du coup tu peux mixer les deux, c'est-à-dire que toute la partie base, on l'aura générée pour toi, et les trois petits trucs que tu veux faire à ta sauce, si tu es plus à l'aise avec ce langage et ou ce templating là, fais-toi plaisir. Parce qu'il fait pas le transformer lui-même. Il exécute un Go template. Je veux dire, il y a quoi? Il y a 25 lignes de code, quoi. Enfin, le seul impératif qu'il y a, c'est de respecter l'interface qu'on a montré tout à l'heure. C'est on monte un répertoire dans /in qui prend le compose file, et on doit avoir un répertoire /out qui est monté aussi pour écrire le résultat. Et après, ce qui se passe entre les deux, tu fais ce que tu veux.
Donc si tu as envie d'utiliser un autre moteur de template, tu peux y aller. Et aussi pourquoi GoTemplate? Parce que comme Nicolas l'a dit, ça cible en particulier Kubernetes. C'est déjà très utilisé côté Helm. C'était pour nous presque un standard de facto au niveau du... Et ça permet de venir rajouter les petites fonctions helpers en fait, Ouais. qui font que le fait que dans Compose on utilise une notation en bytes et que dans Cube c'est un integer, et ben on a le petit bout de machin qui gère ça, alors que dans d'autres langages ça peut être un peu plus laborieux à injecter, quoi. Voilà les principales raisons. Mais sinon, moi je voulais le faire en XML à un moment. Non. et, J'ai refusé. SLT. Tu peux faire ton propre transformer si tu veux, Nicolas. en T'en prie. XSLT. Qui veut faire un hackathon avec moi pour le faire en XSLT? Ouais. Bon, ben on va être à court de temps, désolé. Mais merci beaucoup. Et puis de toute Merci. façon, on reste dans Merci. le coin si vous avez des questions, que vous voulez jeter un œil. Merci à tous. Merci.